soutenu pour me faire élire. Ça n'a pas été simple. Alors, ça nous empêche pas de dire ces quatre vérités au monde politique. Dans votre livre, il y a notamment un chapitre qui s'appelle, qui est très intéressant, qui s'appelle « La droite n'aime pas les Arabes, la gauche n'aime pas les musulmans ». C'est quoi ces différences? Alors, j'ai d'ailleurs découvert que c'était pas moi qui étais l'auteur de cette formule. On a eu une transmission de pensée avec Casanova, qui est un prof à Sciences Po. Je suis assez fier de ça. La différence, elle est simple. Vous êtes musulman, vous, hein? Moi, je suis de culture musulmane. C'est-à-dire que je suis un musulman, disons, qui a une certaine distance par rapport au rite. D'ailleurs, mon chien s'appelle Bacchus. Je vais vous dire si je suis vacciné contre tous les intégrismes. Non, moi je suis un musulman qui vit ici et qui entend... Alors pourquoi vous dites que la gauche... La gauche, elle a un problème avec les musulmans parce qu'elle a un problème déjà avec toutes les religions et elle a un problème avec les musulmans parce qu'elle considère que la religion est de toute façon l'opium du peuple. Que la religion, quand on est religieux, on est forcément un idiot qui s'est fait embobiner par un dieu mythique. Et alors en plus les musulmans, ils sont un peu sauvages, quoi. Ils viennent des pays colonisés. Et quand même, la colonisation, c'était l'apport de la lumière à ces pays. Et on les a mal éclairés, en fait. Et les musulmans, essentiellement, d'ailleurs c'est pour ça que ça nous ramènera à l'affaire Strauss-Kahn, les musulmans, ils sont essentiellement hétérosexuels et violents. Et quand ils voilent pas les femmes, ils les violent. Je caricature, hein. Mais dans la tête de certains, c'est ça, oui. En gros, c'est ça. Et la droite n'aime pas les Arabes. Est-ce que c'est pas aussi une caricature de dire ça? C'est pas une caricature, ça s'appelle un raccourci. Hein. La droite n'aime pas les Arabes parce que la droite, elle est de ce point de vue-là assez claire. Elle a une posture qui l'a fait penser que la civilisation occidentale et la civilisation française en particulier sont les mères des civilisations, c'est la mère des civilisations. Et donc elle a le problème, la droite, avec tout ce qui est différence, tout ce qui est éloignement par rapport à la norme. C'est pour ça que je dis que la droite n'aime pas les Arabes. C'est pourtant la droite en France, parce qu'il y a le général de Gaulle qui a mené en direction des Arabes une politique plutôt ouverte, constructive, j'allais dire. Moi, je me méfie quand même beaucoup des raccourcis. C'est vrai que la pensée de la gauche, elle est marquée par la doctrine du Grand Orient, qui a été pendant très longtemps c'est les francs-maçons, le fer le de Grand lance. Orient. Oui, une famille de francs-maçons, parce qu'il y a chez les francs-maçons aussi la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale de France, où on jure sur des textes religieux pour être initié. Et donc, elle est marquée par cette culture-là qui est très laïque, au fond, et elle a du mal à s'en dépêtrer. On voit d'ailleurs que, y compris dans les mairies de gauche, on a un vrai problème avec l'approche religieuse. Ça se solutionne, hein, ça avance. Oui, ça se solutionne. Mais j'irais, moi, de mon côté, qu'il n'y a pas non plus, de l'autre côté, une droite, mais comme disait René Raymond, des droites en France. C'est-à-dire que il y a une droite qui a effectivement un problème avec les Arabes, et puis il y a une droite, au contraire, qui est plutôt dans une politique de fraternité, d'ouverture, la droite sociale, la droite qui s'est construite autour du général de Gaulle, qui a une approche, à mon avis, plutôt... oui, mais on pourrait en parler. Mais ça, c'était il y a 40 ans, Pascal. Bien sûr, le général de Gaulle, pourquoi est-ce qu'il a donné l'indépendance à l'Algérie? Pourquoi est-ce qu'il a donné l'indépendance à l'Algérie? Il voulait pas que demain un président français s'appelle Mohamed. Il avait la démographie en tête, et la façon d'aimer les Algériens à l'époque, c'était de leur dire restez chez vous. Non, mais et après, il y a la droite n'aime pas les Arabes, sauf si elle peut les faire bosser. Si l'Algérie était française, il n'y a pas beaucoup de Mohamed à l'Assemblée nationale, on le dit souvent dans les grandes gueules. Est-ce qu'un jour la France pourra se donner un président avec comme prénom Mohamed? Bien sûr, en 2027. La question grande gueule. Est-ce qu'il y aura un jour un président de la République qui s'appellera Mohamed, mais d'ailleurs en France, ou Rachida si c'est une femme? Moi je suis candidat rmc.fr, on en parle dans les JG avec Amou Bouakaz. Alors je suis candidat en 2017. Moi mon slogan je l'ai déjà changer de badge avec Bouakaz. Et d'ailleurs je suis d'autant plus candidat qu'il y a eu un chroniqueur, je sais plus sur quelle radio, qui a dit on va vers l'avenir avec une canne blanche. Je me suis dit ça y est, c'est mon heure. Amou Bouakaz, il y a dans votre livre, il y a un chapitre où vous revenez justement sur l'expérience Fadela Amara, sur l'expérience Rachida Dati. Ça s'appelle Rachida Academy, c'est le chapitre 3. Voilà, bonjour Rachida. Ces femmes ne sont pas des expériences. Si, parce que c'était nouveau, si tu veux. Non, la façon d'en parler est extrêmement déplacée. Alors. Peut-être, mais en attendant, c'était pris comme ça. En tout cas, c'était des symboles. Sur cette affaire-là, il faut être très clair. La droite, elle a un avantage. Elle gère la vie politique comme elle gère les marchés. Elle a dit, il y a un segment de marché qui s'appelle les bougnoules, il faut qu'on les gère. Donc elle nous a fait une offre halal. Elle a dimensionné un certain nombre de personnes qu'elle a repérées sur la base de certaines compétences, sur la base de certaines ambitions.
Elle les a formatés, c'est ce que j'appelle les Arabes d'élevage, et elle en a fait des ministres. Et elle a d'ailleurs bien planté la gauche sur ce coup-là. Parce que la gauche n'avait rien fait pendant des années. Donc la gauche n'avait rien fait. Il y avait aussi dans ce cas-là quelques transfuges. Le mercato avait fonctionné. Quand je regarde le Parti socialiste, excusez-moi, mais il y a que des bons petits Français pure souche. Mais la gauche en n'avait général, rien ils fait. ont plus de 50 ans. Oui, bien sûr. La gauche n'avait rien fait. Et ils Pourquoi? bouffent du caviar matin, midi et soir. Parce que Jospin avait même dit, on aurait bien aimé faire, mais il n'y avait pas de compétences. C'est encore pire que ça. Non, mais c'est ahurissant. C'est-à-dire qu'on a une gauche, puisque tu parles en termes d'élevage, on a une gauche qui est plutôt une gauche de chasseurs qu'une gauche d'éleveurs dans le domaine des Arabes. Mais la gauche a raté tous ses rendez-vous avec ce monde-là. Vous avez la marche pour la liberté à Villeurbanne. Mais ils ont été transférés, ils ont été élevés par la gauche d'abord. Ils ont été élevés par la gauche, puis transférés dans ce que j'appelle le beurre-cato, qui est le marché du beurre de l'arabe d'élevage, qui vont d'un parti à l'autre. J'avais déjà dit ça en 2005 et Malek Bouti s'était beaucoup fâché, mais c'est ça la réalité. Or cette histoire-là, elle ne peut pas marcher. Et ça veut dire qu'il faut inciter. Il y a deux solutions. Inspirons-nous du foot. Soit on prend des quotas de transfuges, soit on verse une prime aux formateurs, quoi. Il y a plein de solutions. Il y a une première solution qui est de dire tranquillement, calmement, sereinement aux gens d'origine étrangère qui aspirent à exercer des responsabilités que depuis que le monde est monde, le dernier qui est arrivé doit fournir plus d'efforts pour y arriver. Oui. C'est clair et c'est net. Il faut pas raconter d'histoire aux gens. C'est le réflexe normal d'un pays intégrateur. La France, c'est quoi? C'était des tribus barbares, qui se sont agglomérés avec d'autres gens de proche en proche depuis 1000 ans. Et si le modèle fonctionnait, c'est parce qu'effectivement les derniers arrivés se bougeaient plus que les autres et y arrivaient. Ça, c'est pas un discours qu'on entend au Parti socialiste. Mais si, on l'entend au Parti socialiste chez certaines personnes. Pas tout le monde. Pardon, est-ce que je peux une réflexion rapide quand même. Tu fais de la politique, ne soyons pas naïfs. C'est quand même les partis politiques qui distribuent les investitures. Mais bien sûr. Quand tu rencontres Malek Bouti précisément, qui est parfois autour de cette table, qui te raconte comment c'est fait, dans quelles conditions s'est fait son parachutage dans les Deux-Sèvres et comment il a été accueilli là-bas avec un candidat dissident qui a d'ailleurs été battu. Enfin, les partis politiques sont responsables. Mais Malek l'a cherché. Et la gauche a une responsabilité dans ce domaine. Mais vous avez tout à fait raison. Écoutez, c'est tellement vrai qu'au moment de 2008 et au moment où il est question de me faire élire conseiller de Paris, Bertrand Delanoë déclare: moi j'aurais honte si Hamon n'est pas élu, si Hamon n'est pas candidat. Je ne suis pas candidat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il pose son poids sur la balance et il dit: moi, entre ma pratique politique et ce que je raconte, il ne doit pas y avoir de différence. Voilà. Et c'est un bonhomme qui dit non cumul des mandats. Et il le dit pas 10 ans après. Il est élu maire de Paris. Le lendemain, il démissionne du Sénat. J'en connais qui l'ont dit et qui l'ont pas fait. J'ai un président de conseil général, il l'a dit, mais il l'a pas fait. Moi, j'ai la chance de servir un patron qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Alors, Amou Bouakaz, aveugle arabe et homme politique, ça vous étonne? Ça, c'est le bouquin et c'est pour ça qu'on voulait qu'il soit avec nous aujourd'hui sur RMC dans les GG. 18 € dans toutes les librairies. Précipitez. Et c'est aux éditions des Clés de Brouwer. 2 mails pour Amou Bouakaz. Nicolas qui dit: je comprends pas la différence entre un aveugle de naissance qui fait de la politique et les politiciens voyants qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Je pense que votre invité a toutes les chances de réussir s'il a l'esprit bien ouvert. Merci, jeune homme. C'est tout le mal que je me souhaite, mais en même temps, il se trouve que quelquefois les aveugles ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et j'ai Michel qui dit: dites donc, demandez aussi à monsieur Bouakaz, cet homme de gauche, comment il maltraite ses collaborateurs, 5 directeurs de cabinet depuis mars 2008, ses chauffeurs et son chien. Si c'est ça la gauche, alors vivement filon. Le chien est resté fidèle peut-être. Non, c'est extraordinaire parce que ça va nous ramener à Strauss-Kahn. C'est extraordinaire. Alors là, vraiment, voilà quelqu'un qui propage des rumeurs. Il y a une rumeur à l'hôtel, il y a plusieurs rumeurs qui me concernent à l'hôtel de ville. Je dis discrètement, il y a une rumeur, il paraît que je suis un homme à femme. Bon. Alors moi je dément pas dans ces cas-là, parce que les bonnes fortunes. Et puis il y a une autre rumeur, c'est que j'aurais tué mon chien, n'est-ce pas? Mon chien guide dans la voiture que j'aurais laissé au soleil, n'est-ce pas? Mon chien, il est simplement mort, empoisonné par je ne sais quel abruti ou non, pas abruti, quelqu'un qui avait voulu se prémunir contre les blaireaux et le chien a mangé donc des billes et il est mort. Bon. Et alors j'ai effectivement viré 5 directeurs de cabinet. C'est faux. Je n'en ai viré qu'un. Si je l'ai viré, c'est pour des raisons très simples. C'est que on lui avait offert un sifflet à ultrasons
pour qu'il fasse aboyer mon chien. Il en était très content. Et il me singeait dans les couloirs en mimant mon handicap devant des invités. J'ai trouvé que c'était pas très fair. Les autres directeurs de cabinet sont tous partis et j'ai avec eux les meilleures relations du monde. Donc Michel, il faut qu'il se documente. Et effectivement, j'ai certaines exigences vis-à-vis de mes collaborateurs et il n'est pas facile pour un voyant de travailler avec un aveugle. Il n'est pas facile pour un voyant d'accepter que son patron soit aveugle. Les femmes qui sont à l'écoute vous le diront. Quand on est d'une minorité, même si elle est majoritaire visible, eh bien c'est moins facile de trouver sa place. Et cette rumeur-là, d'ailleurs, c'est la même qu'on a faite à Fadela Amara, à Jeannette Bougrab. On est ingérable. On nous a donné notre chance, mais on est vraiment incapable. Alors, et j'ai un excellent directeur de cabinet qui s'appelle Olivier Corbin, que je salue et qui a bon pied bon oeil, lui, et qui est là depuis Amou Bouakaz, encore un mail d'Hervé de l'Aveyron qui salue Gigi. Faut-il que quelqu'un soit aveugle, arabe et musulman pour avoir une parole aussi sage et juste? Franchement, merci Monsieur Bouakaz pour vos mots qui montrent que tous les Noirs et les Arabes ne sont pas intégristes et fanatiques. Une autre réflexion pour dire pendant combien de temps est-ce qu'en France on va continuer de dire il est noir et il est arabe plutôt que de dire il est français? Pendant tout le temps, ça servira à gagner des élections. rmc.fr. Pendant tout le temps, ça servira à gagner des élections. Tant que les hommes politiques auront l'impression que ça rapporte des voix de cliver, ils vont cliver. Mais d'ailleurs, notre ami Sarkozy, c'est un grand spécialiste du clivage. Dans tous les domaines, moi j'ai toujours été frappé du fait qu'on nous dise, par exemple, Aimé Césaire, grand poète martiniquais. Mais Aimé Césaire est pas un grand poète martiniquais, c'est un grand poète français. Oui, on peut dire martiniquais, comme on peut dire breton, ou on peut dire marseillais aussi. Il y a pas très longtemps, à France Télévisions, il y a eu un débat autour de la mort d'Édouard Glissant. Est-ce qu'il fallait lui consacrer une soirée? Le poète et l'écrivain, enfin, il a quand même été Goncourt, c'est pas un prix martiniquais, c'est un prix français. Il a fallu convaincre Chamoiseau qui avait été il a fallu et Chamoiseau aussi, il a fallu convaincre quand même que ces gens-là représentent un peu plus que leur région. Et on est dans un pays où effectivement, on a toujours cette culture du village. Mais parce qu'on est chez Tartuffe aussi, vous comprenez? Il suffit de dire les choses pour qu'on pense qu'elles soient faites. C'est pas le cas. Un mot avant de parler de l'affaire DSK. Un dernier mot aussi, parce que on a aujourd'hui des responsables politiques qui veulent à tout prix, à tout craint lutter contre le communautarisme. C'est sinon le communautarisme qui mettrait à mal la République. Or, dans le bouquin, tu dis on est déjà en plein communautarisme. Mais la France, c'est le pays le plus communautariste au monde. C'est le pays des réseaux, c'est le pays des chapelles, c'est le pays des élites qui se reproduisent. Enfin, c'est tous les Français le savent. Donc, ne luttons pas contre ce communautarisme-là. Mélangeons les élites. Apprenons aux gens à se parler. Et moi, j'ai la chance d'être aveugle. Et donc, je me balade dans la ville. Et ce sont des gens qui me guident. Et hier, c'était une témoin de Jéhovah. Avant-hier, c'était un ouvrier. Il y a 3 jours, c'était un chef d'entreprise. Et j'entame le dialogue avec ces gens. Et je me rends compte de la richesse de ce pays, de sa diversité et de l'intelligence. Et j'ai envie qu'on vive ensemble. Bon sang, on est dans le plus beau pays du monde. Faut quand même en avoir conscience. Amou Bouakaz, il est avec nous, entretien avec Noël Bou.